Eh bien, il est 14 heures, nous allons commencer. J'avais un arrière-grand-père qui était chef de gare, donc je suis fidèle à... C'est pas vrai. Hein. Donc, je m'appelle Gilles Roy et je suis le fondateur et rédacteur en chef d'Aérobuzz. Ça n'a pas changé depuis ce matin. Et Aérobuzz est toujours partenaire historique du Havre Show. Là non plus, ça n'a pas encore changé. Donc, comme lors des précédentes éditions, j'ai le plaisir d'animer ces tables rondes, aujourd'hui, demain, et puis dimanche. Je pense déjà au week-end, mais non. Non, jeudi, on changera complètement de décor et ce sera le temps du Démo Day. Et là, je vous invite tous, même si vous avez un emploi du temps bien chargé, de rester un jour de plus parce que c'est un moment vraiment différent du salon. C'est une autre image du salon, beaucoup plus détendue, mais où les échanges sont toujours aussi intenses. Alors, aujourd'hui, compte tenu de l'actualité internationale, les débats qui animent nos tables rondes ont pris une nouvelle dimension. Et donc, on l'a vu ce matin, on le voit cet après-midi, la salle est en train de bien se remplir. Donc, ces tables rondes sont également retransmises sur les chaînes YouTube et Twitch d'Aérobuzz. Ce matin, on a eu un petit peu plus de 300 personnes qui nous ont suivis pendant 1h30. Donc ça augmente un peu le rayonnement de nos débats. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander donc à nos intervenants de se présenter. Oui, je voudrais dire aussi que le chat, les questions du chat seront relayées comme ce matin par Charles. Et puis, par rapport à ce matin, on aura maintenant des micros qui permettront à ceux d'entre vous qui ont des questions de les poser et surtout d'être entendus dans le monde entier via YouTube et Twitch. Donc, vous avez le mode d'emploi, on commence tout de suite. Alors, on va commencer dans l'ordre, hein. Chacun va se présenter rapidement et puis après, on entre dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Léo Perrier-Peigné. Je suis chercheur armement industrie de défense à l'Institut français des relations internationales. Et je travaille particulièrement en ce moment sur l'Ukraine et les drones, mais plutôt les drones qui sont en Ukraine et peut-être un petit peu moins sur ceux qui sont le sujet aujourd'hui, mais ça donne un point de vue intéressant. Bonjour à tous, je suis le général Ferlet à la retraite depuis 3 ans et avec une carrière complète dans l'armée de l'air, de pilote de chasse à mes débuts, puis ensuite au gré des passages en état-major, notamment à la création de l'opération Barkhane, dont j'ai passé 1 an dans le Sahel. J'ai commandé le centre de planification et de conduite des opérations, pour ceux qui connaissent, c'est le centre stratégique de commandement des opérations des armées. Et puis 4 ans à la tête de la DRM, la direction du renseignement militaire, et puis en fin de carrière, inspecteur général des armées auprès du ministre. Et il y a 20 ans, petite parenthèse, j'étais chargé de mission drone pour l'armée de l'air, où je m'occupais de l'arrivée du Harfang, du drone européen à l'époque, le projet qui s'appelait Euromal, et voilà, qui s'appelle Eurodrone aujourd'hui, mais on est toujours au même point. Et 20 ans après. 20 ans après, voilà. Voilà, oui, puis nous, on prendra celui-ci. Bonjour à tous, donc moi je suis Nadia Maref, je dirige la filiale française du groupe européen Takeover. Prenez les micros qui sont devant vous, voilà. Bonjour à tous, lieutenant de vaisseau Tarek Schnegir, je suis l'officier programme drone aérien à l'état-major de la marine. Donc mon périmètre d'action englobe la plupart des drones à partir du nanodrone qu'on va catégoriser en tant que drone de contact, jusqu'aux drones tactiques avec les S100 ou les VSR 700 sur lesquels on mène actuellement des programmes. En termes de carrière, j'ai eu l'occasion de travailler en tant que navigateur aérien sur Atlantique 2, donc un avion de patrouille maritime. Également une petite expérience dans l'armée de terre où je m'occupais d'intégrer les vecteurs aériens au sein des manœuvres interarmes. Et enfin une expérience dans la chasse en tant qu'officier en renseignement où j'étais voué à conseiller les pilotes en termes de tactique et d'analyse de menaces. Merci. Allô. Oui.
Bonjour à tous, donc je suis le lieutenant-colonel Buscaglia. Je travaille actuellement au commandement de la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque qui est située à Cognac. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette escadre est celle qui met en œuvre les drones mâles de l'armée de l'air, les MQ-9 Reaper. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis pilote à distance sur cette machine. J'ai cumulé plus de 1000 heures de vol aux commandes justement d'un MQ-9 Reaper. Et pour ma carrière militaire, j'ai commencé sur Mirage 2000D, donc je connais les deux mondes des opérations, à savoir l'aviation habitée et l'aviation non habitée. Et j'ai également pu travailler sur des projets, donc travail de prospective sur la vision de l'avenir et l'utilisation des drones justement dans les opérations aériennes du futur. Merci. Donc, alors, MAL, UCAV et Loyal Wingman, ces nouvelles armes constituent-elles un atout indispensable pour remassifier nos forces aériennes et aéronavales? Donc, nous avons 1h15 pour répondre à cette question. Les drones, surtout vous, c'est vous qui allez répondre à cette question. Les drones MAL ont rapidement été retirés du champ de bataille ukrainien pour laisser la place aux drones kamikazes. Les drones MAL sont-ils devenus pour autant obsolètes? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Et avec eux, nous élargirons le débat aux drones de combat que sont les UCAV. Et puis, nous parlerons évidemment du concept de Loyal Wingman qui repose sur, donc, je vous rappelle, le travail coopératif entre un aéronef piloté et des drones bourrés d'intelligence artificielle. Alors, nous sommes là, loin des drones kamikazes de ce matin. Et donc... je dirais, ma première question, elle va à vous, mon colonel. En tant que commandant donc, de la 3e escadre de surveillance, de renseignement et d'attaque, c'est-à-dire de l'unité qui regroupe les drones de l'armée de l'air, quel constat faites-vous de la marginalisation, je serais même tenté de dire brutale, des drones MAL en Ukraine ? Alors, pour répondre à votre question, il faut bien comprendre que le conflit en Ukraine est différent des derniers conflits que l'on a connus en fait, sur les 2 dernières décennies. Les drones qui sont utilisés en Ukraine, ce que vous appelez les drones kamikazes, n'ont pas du tout la même mission, ils n'ont pas du tout la même vocation que les drones mâles. Si les drones mâles ont été marginalisés, comme vous dites, du champ de bataille ukrainien, c'est parce que leur vulnérabilité vis-à-vis de ce type de conflit est trop importante. Le drone mâle, tel qu'il est connu actuellement, tel qu'il est utilisé au sein de la 33e escadre, n'a pas d'autoprotection. Il est donc utilisé sur des champs de bataille que l'on appelle un environnement permissif. Le champ de bataille ukrainien, actuellement, est non permissif. Tout le monde peut s'en rendre compte avec les nombreux avions de chasse qui ont été abattus, les nombreux drones kamikazes qui sont envoyés et qui tombent chaque jour. Donc, le drone mâle n'est pas adapté à ce champ de bataille. Dire qu'il est obsolète, ce serait dire que je suis au chômage. Alors que je peux vous garantir qu'on recrute. S'il y a des gens qui ont une vocation naissante dans la salle, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc nous sommes loin d'être au chômage. Le drone mâle, dans sa version donc, de surveillance et de reconnaissance, en discrétion acoustique et en discrétion visuelle, a encore toute sa pertinence sur de nombreux théâtres. Et notamment dans ce que l'on appelle en fait, la compétition qui a lieu avant la guerre. Maintenant, est-ce qu'il a une discrétion radar? Non. Donc clairement, ce drone, à partir du moment où il est en l'air et que des ennemis ont une capacité radar suffisante, il va être détecté. Ce n'est pas un F-35 qui a une vocation à avoir une signature radar qui est courte. Donc, pour en revenir justement à votre question, le drone mâle tel qu'il existe actuellement n'est pas du tout adapté au conflit ukrainien. Si ce type de conflit devait se généraliser, il faudrait soit repenser l'utilisation des drones mâles, soit repenser l'utilisation des drones tout court. Et c'est notamment ce qu'il y a dans le titre de cette conférence, puisque à côté de mâles, vous opposez UCAV
et Loyal Wingman. Alors, je ne sais pas si on oppose, mais en tous les cas, donc, on va traiter les 3 sujets. Mais j'aurais quand même une question complémentaire à vous poser. C'est-à-dire que les drones mâles ont plus accès au champ de bataille, mais la mission qu'ils remplissaient, qui la remplit aujourd'hui ? Alors, il faut bien comprendre que la mission que l'on appelle d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance, donc la mission qui consiste à aller chercher du renseignement, qu'il soit visuel, électromagnétique ou même humain, est une mission qui n'est pas dévolue à un seul avion. Le MQ-9 Reaper fait partie des outils aéroportés qui contribuent à cette mission. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul dans le sens où les satellites d'observation sont utilisés, le renseignement humain est utilisé, ce que l'on appelle le renseignement maintenant de source ouverte est utilisé, et tout ce qui est également appareil utilisé depuis le sol est utilisé. Donc, de nombreux autres vecteurs aéroportés contribuent à cette mission. Ce qui est sûr, c'est qu'en enlevant le drone mâle, on a perdu un moyen qui est persistant sur le théâtre, puisqu'il a une autonomie en fait, qui approche maintenant, qui dépasse les 24 heures. Donc on a perdu un moyen qui est persistant et que l'on peut déplacer facilement. Donc on a perdu de la flexibilité pour compléter ce type de renseignement. Maintenant, le fait de disposer de différents outils qui se recoupent nous permet de ne pas avoir en fait, de zone aveugle. Alors, Nadia Maref, vos drones, les AR3, AR5, je crois qu'on peut voir ici un AR3, oui. Sont utilisés en Ukraine. Vous en avez livré pas mal, et qui ont entre autres pour mission, qui font des missions de renseignement, de surveillance et de relais de communication. Hein. Autrement dit, ils font des missions de drone mâle. Est-ce qu'on peut en déduire pour autant que vos drones sont des drones mâles, les AR3, AR5 ? Merci. Alors, en effet, je rejoins votre point, en tout cas des apprentissages qu'on peut partager par rapport au conflit en Ukraine. Je pense que les mâles, tels qu'on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire des drones de plus de 600 kg, ont prouvé que, en fait, au début du conflit, ils étaient très utiles, mais petit à petit, il n'y a pas eu vraiment de croissance d'utilisation de ce type de drone sur le conflit ukrainien. Et en effet, c'est dû au fait qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient une signature radar qui était effectivement importante, une signature électromagnétique également. Donc ces drones-là étaient très vulnérables. Et si on compare cette vulnérabilité au coût de ce type de drone, l'équation ne fonctionne pas très bien. Et donc, ils ont été plus relégués, entre guillemets, à des fonctions type ISR profondes. Alors nous, aujourd'hui, chez Tecaver, alors pas forcément la R3, mais la R5, qui n'est pas un drone mâle, hein, c'est un drone de 180 kg. On parle plutôt de capacité plutôt que de typologie de drone liée au poids du drone. Et c'est vrai que la R5 aujourd'hui permet de remplir certaines fonctions, je dis bien certaines, de ce que historiquement on attribue à des drones de catégorie mâle, puisqu'ils permettent une autonomie et une certaine capacité d'emport qui répondent en partie au cas d'usage classique de l'usage des drones. Je pense qu'au-delà des caractéristiques techniques des mâles entre guillemets classiques, ce qui a fait que le mâle a été moins utilisé en Ukraine in fine, c'est le modèle d'ingénierie en fait. Puisque en fait, ces mâles-là étaient essentiellement produits par les entreprises avec des modèles d'ingénierie assez rigides qui n'ont pas permis l'adaptabilité nécessaire à ce type de champ de bataille, parce que même sur des drones de catégorie de moins de 600 kg comme on fait chez Tecaver, ce qui nous a sauvés en Ukraine, c'est notre adaptabilité et notre agilité et la capacité à faire des évolutions constantes pendant toute la durée du conflit, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il y avait deux problèmes par rapport au mâle. Le premier, c'était le design par lui-même qui faisait que le drone n'était pas furtif et avait des soucis d'équilibre entre sa survivabilité sur le champ de bataille et son coût. Et le deuxième, qui est le manque d'agilité et d'adaptabilité, qui a fait que justement, on n'a pas pu continuer à utiliser ces drones sur ce type de conflit. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que l'AR5 est un drone mâle low cost ?
Alors, encore une fois, on ne s'attache pas au nom, si vous voulez l'appeler drone mâle low cost. En tout cas, c'est un drone qui remplit certaines capacités des drones mâles, qui effectivement est beaucoup moins cher qu'un drone mâle, et qui en plus, de par notre, et il y a d'autres entreprises dans ce cas, de par notre modèle d'ingénierie, est vraiment adaptatif et agile, et on permet beaucoup d'évolution. Aujourd'hui, la R5 est utilisée depuis 2022 en mer Noire sur des missions de surveillance très profondes, donc de ce point de vue-là, oui, il remplit une partie des fonctions des drones mâles. Alors, Léo Perria-Peignet, donc vous avez passé pas mal de temps en Ukraine pour observer un peu ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous en avez retenu de l'utilisation des drones ? C'est justement assez passionnant, on arrive directement sur le problème de la catégorisation. Il y a encore 5 ou 6 ans, on parlait de drones HAL, donc très haute altitude, MAL, ensuite il y avait la gamme de drones tactiques, et vous aviez une jungle de plus petits systèmes qui était en train de se développer. Je crois qu'on a eu un premier palier qui était quand même assez passionnant avec la guerre au Karabakh, où là on a vu en fait une utilisation des drones qui était quand même très très différente de celle que les Occidentaux pouvaient avoir, qu'on pouvait avoir notamment en Afrique ou pendant la guerre contre le terrorisme, avec l'utilisation d'un vrai écosystème dronisé qui allait faire jouer ensemble des systèmes très simples, des avions de tourisme ou d'agriculture qui avaient été dronisés pour servir de leurre à la défense antiaérienne adverse, des munitions rôdeuses d'origine israélienne qui venaient ensuite s'attaquer à cette défense antiaérienne qui s'était dévoilée, et enfin les fameux TB2 qui ont reçu, donc d'origine turque, qui avaient reçu l'essentiel de l'éclairage médiatique à l'époque, pour montrer ce que pouvait être en fait vraiment un usage d'un écosystème pour une mission de conquête à la fois de la supériorité aérienne, mais même de la supériorité peut-être tactique, plus que localisée, avec des résultats qui étaient assez impressionnants. Je me rappelle d'un discours d'un officier allemand qui avait déclaré que si l'Allemagne ou la Bundeswehr avait été à la place des forces de l'Artsakh, de l'enclave arménienne en Azerbaïdjan, elle n'aurait pas forcément fait beaucoup mieux au vu du manque de moyens en fait, face à cette menace-là. Et pourtant, ce conflit-là, il ne met pas en jeu des mâles, il ne met pas en jeu des UCAV, il ne met pas en jeu des Loyal Wingmen, parce que, évidemment, c'est un conflit qui est assez rapide, qui est entre des acteurs qui n'ont pas forcément des moyens illimités, et pourtant, ça marche très bien. L'Ukraine est venue, en fait, industrialiser ce process-là avec une guerre longue, qui a vu, effectivement, donc les fameux TB2 qui ont reçu, encore une fois, beaucoup de lumière médiatique au tout début du conflit, avant de disparaître très très vite. Alors, encore une fois, tant que les pointes russes s'étaient trop avancées à l'extérieur de leur bulle de défense antiaérienne, il était possible d'utiliser les TB2 et les munitions qui allaient avec, parce que le couple est important. Mais une fois que la défense antiaérienne russe s'était réaffermie, ce type-là de drone n'était même plus viable. Donc, en fait, les TB2, de ce qu'on a compris en discutant avec la marine ukrainienne, ont été redéployés en mer Noire. Et encore, ils l'ont été surtout à partir du moment où la marine russe s'est vraiment repliée dans la partie orientale de la mer Noire, et voire même a abandonné Sébastopol après la campagne de drones navals ukrainiens. Tout simplement parce que même le TB2, même au-dessus de la mer, restait vulnérable à une défense antiaérienne qui est, rappelons-le quand même, un des points forts, ou censé être un des gros points forts du modèle russe. Tout ça nous montre donc un modèle de guerre en très haute intensité, qui se repose très lourdement sur les drones. L'Ukraine, c'est 10 000 drones par mois en 2023, 100 000 en 2024, et en janvier 2025, on était à 250 000. J'ai aucun doute qu'on a dépassé les 300 000 à l'heure actuelle. Et pourtant, aucun drone de plus de quelques, peut-être parfois centaines de kilos au grand maximum, peut-être ceux de madame, sur le front. Pourtant, quand on regarde les programmes qu'il y avait avant la guerre dans les deux pays, en Ukraine comme en Russie, vous avez tout un tas de programmes, y compris du CAV pour le cas du S-40 du côté russe, qui pourtant n'ont jamais été déployés. Même pas pour, de ce qu'on en sait, faire ce que font les Russes, savoir du tir au-delà de la zone de danger, on va dire, avec des munitions longue portée. Donc le rétexte, effectivement, sur les mâles, il n'est pas forcément très pertinent du conflit en Ukraine. Néanmoins, ce qu'on apprend bien, et ce qui est répété très rapidement par tous les opérateurs ou ceux qui sont confrontés à ce conflit-là, c'est que le drone en Ukraine, et dans un conflit de haute intensité peut-être en général, est une munition. Ce n'est pas forcément un système d'armes à proprement parler, ça va aussi être un consommable, quelque chose qui doit être pas jetable, mais qui ne doit pas être perdu et être irremplaçable, ce qui nous oriente quand même beaucoup sur l'avenir. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les Turcs, l'industrie de défense turque, dont on a beaucoup parlé au début de la guerre, qui a produit des choses très intéressantes, d'autant plus que la dronisation lui permet de couper dans les angles, en fait, s'oriente aujourd'hui vers des modèles de drones qui sont beaucoup plus lourds, de plus en plus complexes, y compris donc des mâles, des UCAV et éventuellement le Loyal Wingman avec le Kizilelma, il me semble. Pourtant, ce n'est pas du tout les rétextes qu'on en tire. Donc, non seulement il va y avoir tout un champ théorique à densifier sur l'utilisation de ces systèmes-là
dans un conflit qui pourrait ressembler beaucoup plus à l'Ukraine qu'on ne veut bien se le dire, à savoir avec une permissivité qui est très limitée, et donc un emploi pour ces plateformes-là qui est très limité. Mais même avant ça, on va avoir affaire à un marché qui, même sur les drones qu'on va dire de haute volée, on va dire de bon niveau, est déjà très attaqué par des acteurs qui ne sont pas des acteurs traditionnels de l'aviation. Donc un schéma de marché qui va être assez différent. En cela, je pense que s'appuyer sur l'Ukraine pour constater au moins le côté consommable des drones est très important. Le reste va demander un peu plus de temps et peut-être des cadres un peu différents. D'accord, ben merci, c'était très très intéressant et très éclairant surtout. Donc, bon, j'en retiens là de vos 3 premières interventions que les drones mâles ont quand même encore un avenir, et heureusement pour vous, Général, parce que vous, donc, vous représentez autour de cette table ronde Turgis et Gaillard, qui a fait voler il y a quelques jours, quelques semaines, un mois à peu près, un drone mâle, en l'occurrence le Harrock. Et puis en plus, vous faites également partie de l'appel à projet lancé, du moins vous avez été sélectionné par la DGA, dans son appel à projet lancé pendant le Salon du Bourget, sur le drone mâle du futur pour la France. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous parler du drone Harrock, parce que c'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans à peu près. Ouais, 3 ans. 3 ans, oui. Alors, oui, effectivement, je peux vous parler du projet. Je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit, parce que sinon le drone Harrock n'aurait aucun intérêt. Les drones mâles, et ça a déjà été dit, d'abord, aucun conflit ne ressemble à un autre. Le conflit ukrainien, c'est on va dire un des modèles de conflit de haute intensité, encore avec des bémols, encore une fois, puisque les Russes et les Ukrainiens, il faut quand même se rappeler que historiquement, bon, c'est l'ex-URSS, avec des doctrines d'emploi qui sont très très proches, puisqu'ils ont été formés aux mêmes écoles, et ils ont une appréhension de la supériorité aérienne qui est très différente de la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle aucun des deux partis n'a acquis la supériorité aérienne, c'est pour ça que le conflit s'enlise. Et sans supériorité aérienne, c'est vrai que l'emploi du drone mâle se trouve très très réduit du fait de sa vulnérabilité, ça a été dit. Alors là, je vous pose une question, je dirais, c'est un peu en marge de notre débat, mais là on a la chance d'avoir des experts, donc moi j'en profite. Si en face de la Russie, il y avait eu un autre pays avec une autre doctrine, par exemple l'utilisation des moyens aériens importants, est-ce que le conflit aurait changé de visage? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui aurait imposé sa façon de voir les choses? Si vous avez les moyens d'imposer au moins la suprématie aérienne sur votre territoire et d'avoir cette suprématie aérienne, déjà ça vous laisse l'opportunité d'utiliser les drones mâles au moins chez vous. Et comme ces drones ont quand même des capacités stand-off, et notamment au travers des charges ESM, c'est-à-dire des charges d'écoute qui sont capables d'identifier des menaces, de les localiser et de les faire traiter par d'autres, puisqu'en l'occurrence faire traiter par un mâle ce type de menace de défense solaire, par exemple, c'est un peu suicidaire, et compte tenu du coût, on l'a dit, c'est pas forcément un bon calcul. Néanmoins, ça garde toute sa pertinence en stand-off avec de l'ESM, plusieurs drones mâles collaboratifs qui, par triangulation, vont pouvoir vous donner des positions précises des défenses aériennes ennemies, ou même d'une manière plus générale de ce qu'on appelle l'ODBE, c'est-à-dire l'ordre de bataille électronique. Où sont les unités adverses, quelle est leur organisation, leur chaîne de commandement, pour aller identifier vraiment les nœuds de communication et aller éventuellement les traiter. Ça garde toute sa pertinence. Donc encore une fois, le conflit ukrainien, c'est un type de conflit. On en tire certaines conclusions, et il faut le faire, et tout le monde le fait, c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément représentatif de ce qui pourrait nous arriver dans l'avenir, et en tout cas certainement pas de tous les conflits qu'on a eu à gérer jusqu'à présent, et notamment dans la lutte antiterroriste, en Afrique ou ailleurs, où là l'espace était pour le coup très permissif, et l'emploi des drones mâles était indispensable. On ne faisait plus une opération majeure sans avoir un drone mâle au-dessus pour coordonner l'opération. Alors on en revient donc maintenant on referme la parenthèse. Donc du coup, on est persuadé, en tout cas avec Turgis et Gaillard, qu'il y a toujours un besoin sur ce segment-là, un besoin d'avoir un système avec de l'endurance, avec de la longe, donc pouvoir aussi s'affranchir des distances par l'intermédiaire de liaisons satellitaires. Alors, les armées sont déjà équipées, on en a parlé, à la 33e escadre de reconnaissance, on a les Reapers. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 20 ans, on a acheté les Reapers parce qu'on n'arrivait pas à aboutir
sur un programme à minima européen, voire français, souverain de drone MAL. Donc ça s'appelait Euromal, puis Advance UAV, puis on a tout essayé. À chaque fois, pour des histoires de partage industriel, ces projets ont capoté. Et dans l'urgence, parce que le drone Arfan, qui était censé être, il s'appelait le SDTI, un système de drone intérimaire. Mais en attendant, le drone MAL définitif qu'on n'a jamais eu. C'est ce qui nous a conduit à acheter du Reaper, parce qu'il y avait un vrai besoin. Et ça commençait. Ce besoin n'a pas été évident au début. Il y a même des réticences de la part de l'armée de l'air à acheter ce type de drone avec des guéguerres, avions pilotés, non pilotés. Enfin bon, on va passer là-dessus. Mais il y avait un vrai besoin. Le Reaper il donne satisfaction. C'est un drone MAL qui armé en plus maintenant, qui permet de remplir un certain nombre de missions et qui nous est aujourd'hui indispensable. Mais on en a de trop faibles quantités. C'est-à-dire que même sur une opération comme Barkhane, la zone d'opération de Barkhane, c'est à peu près la taille de l'Europe. Donc même avec 5-6 000 hommes sur le terrain, des moyens déployés, chasse, enfin à peu près tous les moyens qu'on avait qui ont été déployés là-bas, les drones MAL étaient stationnés à Niamey, à peu près au milieu. Enfin, les élongations sont énormes. Et en fait, 1-2 systèmes, ça ne suffit pas pour couvrir une zone telle que Barkhane. Donc on a un besoin de masse, c'est aussi un des sujets de la table ronde. Donc on n'en a pas suffisamment. On a vu aussi que lorsque on tire des rétextes de l'utilisation en opération, il faut avoir cette agilité d'être capable de faire évoluer nos matériels. Et là, on a vu qu'avec un système complètement verrouillé par les Américains et tout, c'est très compliqué, y compris pour aller intégrer des charges utiles françaises sur du matériel américain. Donc on n'a pas cette agilité avec le Reaper. Après, globalement, encore une fois, il donne entièrement satisfaction. Mais on voit que c'est quand même important d'avoir quelque chose de souverain. Donc il y a l'Eurodrone, dont on entend parler depuis un moment maintenant. Bon, on verra, on peut être optimiste, pessimiste, à la limite, peu importe, mais on est encore dans cet état d'esprit d'aller développer un système ultra perfectionné, alors en coopération européenne, ce qui déjà en soi est un défi, et un tour de force, arriver à ce que les industriels se mettent d'accord sur les partages industriels. Ensuite, mais même au niveau capacitaire, on a tendance à charger un peu la barque et arriver à des choses qui dépassent même largement ce qu'ont demandé les armées en termes de capacité. Mais à l'arrivée, on aura quelque chose qui, de toute façon, coûtera très cher et on pourra se payer que quelques systèmes. Et avec un coût de fonctionnement et un coût à l'heure de vol qui sera élevé. Et on s'aperçoit qu'en fait, en termes d'utilisation et de besoin de ce type de drone, en fait, on n'a pas toujours besoin d'avoir un drone MAL. Lorsque j'étais au Sahel, il y avait la cohabitation entre le Harfan et le Reaper. Le Reaper était bien plus performant que le Harfan, d'ailleurs à tel point que les forces spéciales ne voulaient même pas entendre parler du Harfan parce qu'il est trop bruyant. Donc tout le monde se battait pour avoir le Reaper. Mais parfois, sur des missions d'ouverture de convoi, etc., le Harfan faisait largement l'affaire, avec un coût à l'heure de vol qui était bien inférieur à celui du Reaper. Donc en fait, Turgis-Égard s'est engouffré dans cette voie et le drone AROC répond à ce besoin, même si on arrive au bout du programme Eurodrone. On aura besoin, pour avoir cette masse qu'on n'a pas aujourd'hui, qui fait défaut, et dont on aurait besoin en conflit de haute intensité parce qu'il y aura de l'attrition, on a besoin de cette masse. Et pour qu'on ait cette masse, on a besoin de choses moins high-tech, moins perfectionnées, mais qui malgré tout remplissent 80-90% du besoin, mais à des coûts d'acquisition et de fonctionnement qui ne sont pas au niveau de ce que sera l'Eurodrone. Et donc il y a une niche pour le AROC, c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans cette aventure. Et ils se sont lancés, c'est un industriel indépendant qui s'est lancé tout seul, en dehors de toute coopération. Une petite ETI, quand ils ont commencé, ils étaient même pas 300 dans l'ETI. Bon, là, c'est une ETI qui a une bonne croissance maintenant, mais ils ont toujours eu ça en tête, de faire de l'innovation. Mais ils ont commencé par faire des choses, de la maintenance aéronautique, fabriquer des pièces. Ils sont sous-traitants pour Dassault, par exemple, pour le Rafale. Donc ils ont quand même cette expérience aéronautique. Et ils se sont lancés là-dedans en autofinancement parce qu'à un moment donné, ils avaient les reins suffisamment solides pour pouvoir le faire sans mettre en danger la société. Maintenant, l'autofinancement, ça a ses limites aussi. À un moment donné, il faut qu'il y ait des commandes de l'État, sinon ça... Je ne dis pas que ça va s'arrêter, parce que ça peut continuer, mais en tout cas, ça va continuer au rythme des capacités d'autofinancement d'une petite ETI. Et l'appel à projet lancé par la DGA au Salon du Bourget, est-ce que c'est un catalyseur pour vous ? Non, parce que du coup, ça fait rentrer... vous étiez tout seul sur le créneau, et vous vous retrouvez à 5 là maintenant.
En fait, c'est les discussions qu'on avait avec la DGA il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était tout seul. Bon, la DGA, oui, était intéressée, mais il faut voir. Du coup, on a un peu tergiversé. Et puis, on est dans une situation financière et budgétaire qui fait qu'ils n'allaient pas faire de gros investissements cette année et annoncer des gros projets au Bourget. Donc, voilà, pour dire quand même qu'on fait quelque chose dans le segment. On a distribué quelques subventions, mais avec la garantie qu'on continue à hauteur de 4 fois la subvention sur l'autofinancement. Donc, c'est encore de l'autofinancement déguisé. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable contrat qui a été signé. D'accord. Alors, capitaine Tarek Chejneguir, au niveau de la marine, comment ça se passe? Parce que les gros drones dans la marine, c'est plus compliqué que les gros drones au départ d'une base terrestre. Alors non, c'est pas forcément plus compliqué. Pour vous décrire déjà un peu le paysage en termes de plateforme aérienne qu'on a dans l'aéronaval, qui pourrait ressembler à un emploi justement du MAL, on va retrouver l'Atlantique 2, un avion de patrouille maritime localisé à Lanbiway, près de Lorient. On va également avoir les Falcon 50 qui assurent de la surveillance maritime, localisés sur cette même base. Et ces avions sont principalement chargés avant tout d'assurer une surveillance maritime des zones en sortie des sous-marins nucléaires, notamment pour la TL2. Mais on a également forcément de l'action de l'État en mer. Donc employer un drone MAL à partir d'une base aérienne, ça ne pose pas forcément de problème à partir du moment où le drone MAL présente des capacités d'allonge et d'autonomie suffisantes pour assurer ce même type de mission. Et c'est par ailleurs ce genre de capacités qui vont principalement nous intéresser et par lesquelles on est assez convaincu pour pouvoir compléter la flotte d'avions habités. Et encore une fois, il ne s'agit pas forcément de venir complètement remplacer l'aviation habitée de l'aéronaval, mais plutôt de venir la compléter pour assurer un peu plus de persistance sur zone, également de permanence, sans pour autant justement solliciter une ressource humaine qui est parfois assez limitante. Et donc vous la complétez avec quel type d'aéronef non piloté? Alors, actuellement, on étudie tous les projets qui sont en cours de développement, principalement l'Eurodrone dont le programme est toujours en cours, qui avance, avec un objectif de réception prévu aux alentours des 2035. Donc forcément, ça nous ramène à encore 10 ans, dans 10 ans. Il faut forcément assurer les missions d'ici là, sans pour autant se laisser retarder par des aléas extérieurs qu'on ne pourrait pas maîtriser. Et c'est à cet effet qu'on va justement suivre avec beaucoup d'intérêt les développements des différents drones qui existent dans le paysage français, européen ou international. La présence justement de l'industriel Turgis et Gaillard l'illustre complètement, où l'état-major de la marine a pu assister au second vol sur l'aérodrome de Blois. On est forcément ouvert à tous les développements qui se présentent, et c'est très très important d'encourager et de pouvoir travailler également avec ces industriels pour pouvoir les orienter au mieux vers le besoin opérationnel. Donc là, vous parlez de 2035. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une urgence, non? C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement on se concentre énormément sur ce que les autres industriels peuvent proposer pour pouvoir assurer justement un maximum d'effets en attendant la livraison et la réception d'un tel système. Et comme je l'ai précisé, l'état-major de la marine, et la marine dans son entièreté, et je pense aussi les autres armées, garde forcément un œil grand ouvert sur ce que les industriels proposent. Et Turgis et Gaillard n'est pas forcément le seul industriel auquel on va s'intéresser. Il y a également Dryad qui propose un drone similaire, ou en tout cas avec des capacités qui peuvent aussi nous intéresser. Et il ne faut d'ailleurs pas forcément assimiler directement de tels systèmes à l'emploi de l'Eurodrone, puisque si des industriels proposent justement des systèmes qui sont peut-être un peu plus accessibles, peut-être avec des performances moindres, mais en tout cas plus accessibles, avec un calendrier qui nous est favorable, et donc avec une réception assez rapide, c'est tout à notre avantage de pouvoir s'y intéresser pour en bénéficier et soulager tout le besoin RH qu'on peut avoir, et surtout la diversité des missions qu'on doit assurer avec nos avions. Parce que donc là, quand on parle du CAV, colonel, on se projette à quelle échéance? Et là, je ne parle même pas de Loyal Wingman. Hein. Alors, tout réside dans
qu'est-ce qu'on appelle effectivement un UCAV? On va parler d'avions, de drones de combat. Est-ce qu'on se limite à un drone armé? Dans ce cas-là, ça existe déjà. Le Reaper est armé. Est-ce qu'on parle d'un drone qui est capable justement d'aller jusqu'au front? Dans ce cas-là, c'est ce que l'on peut observer sur le théâtre ukrainien qu'on évoquait, avec les drones kamikazes, des allées mais sans retour. Est-ce que l'on parle d'un drone qui est capable de faire du combat aérien? Alors là, à ma connaissance, on peut se tourner vers le DARPA et les États-Unis, qui ont effectivement dronisé des F-16 et qui font du combat aérien avec. Mais il n'y en a actuellement aucun sur un champ de bataille et ce ne sont pas des capacités que nous développons en propre en France. Donc, si derrière cette définition de l'UCAV, on commence à évoquer le système de combat aérien du futur, alors là, je laisserai la parole aux industriels, parce que nous n'avons pas encore ou à mon camarade de la partie programme, nous n'avons pas encore de date pour ce système de combat aérien du futur, qui, je crois que eux avant non plus, tout, est un système de système. Eux non plus, ils n'ont pas de date. Je peux compléter oui. de mon camarade si vous souhaitez. J'ai pas forcément la connaissance très précise du programme, mais l'UCAV c'est bien un des programmes qui est en cours d'étude. La vocation de ce vecteur, c'est de venir compléter l'emploi du Rafale au standard F5 et dans sa continuité venir justement renforcer, soutenir le programme globalement SCAF, mais en tout cas NGF. Donc c'est pas forcément une réalité à l'instant présent, mais c'est forcément un sujet qui devient de plus en plus concret. Jusqu'à présent, on n'a pas forcément observé, et je vous rejoins mon colonel, un emploi opérationnel de ce type de drone, mais c'est une réalité qui va très vite nous rattraper. Il faut comprendre avant toute chose que l'emploi du Rafale dans les forces armées, que ce soit au sein de la marine ou que ce soit dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est avant tout une vocation de dissuasion qui est représentée par la FANU pour la marine et les forces aériennes stratégiques pour l'armée de l'air. C'est une capacité qu'on doit avant tout assurer pour assurer notre souveraineté. Donc si on ne vient pas renforcer cette capacité par des nouvelles technologies, eh bien on se laisserait retarder par ça et puis peut-être même affaiblir la souveraineté de la France. Donc c'est bien un programme sur lequel on doit insister, poursuivre les études et le rendre de plus en plus concret. Le deuxième point que je peux ajouter à l'emploi du Rafale et que l'UCAV viendra justement renforcer, c'est le rôle secondaire que peut avoir le Rafale, ou en tout cas un avion de chasse, sur le fait de pouvoir pénétrer en premier sur un territoire ennemi lorsque un conflit apparaît. Ce n'est pas un drone mâle qu'on va pouvoir envoyer sur le territoire. On a parlé de permissivité tout à l'heure, et on le comprend forcément. Donc on a besoin de vecteurs de chasse, de combat aérien, que ce soit habité ou non habité, pour assurer justement cette pénétration prioritaire sur le territoire ennemi. Et le fait d'employer du coup des vecteurs non habités, tels que l'UCAV, eh bien, ça permet d'exécuter directement des missions sans forcément mettre en danger la vie humaine d'une part. Et s'il s'agit d'une mission de dissuasion, eh bien, ça permet de justement supprimer toutes les défenses ennemies sur le territoire pour permettre justement aux Rafales porteurs de l'arme de pénétrer et d'aller jusqu'au bout de ces missions. Mais là, on parle donc du Rafale au standard F5. C'est à quelle échéance ça ? Je ne pourrais pas vous donner de date précise, mais on est à l'horizon 2030. Oui. Voilà, c'est ça, on est encore loin. Alors, pas si loin. En fait, ça dépend comment on voit les choses. J'imagine que quand on est sur le champ de bataille en Ukraine, les jours comptent. Ouais, et eux, ils ne se projettent pas aussi loin. Évidemment. Alors justement, Nadia Marev, quand on a préparé cette table ronde, parce qu'on prépare les tables rondes, eh bien, vous m'avez parlé, vous faisiez avec vos drones étaient parfois associés à des avions de combat pour certains types de missions. Là, on en est au stade expérimental ou c'est déjà opérationnel ? Oui, en effet. Alors,
On ne révèle pas un secret. Hein. Non, et on n'a pas toutes les informations de toutes les façons de ce que font notamment les forces ukrainiennes de nos drones, mais on a quelques retours puisqu'on a quand même une relation de longue date maintenant avec eux, et puis on a des équipes opérationnelles qui sont déployées en Ukraine pour apporter tout le support nécessaire aux forces. La R3 est utilisée en effet dans ce type de concept. On fait des concepts de vol en formation avec la R3, de l'accompagnement d'autres aéronefs. Et ça, c'est des choses qui ont été utilisées parce qu'aujourd'hui, le drone permet justement, on parle de massification, en tout cas de l'usage des drones et des moyens aériens. Et je pense que le drone, en tout cas pour l'Ukraine, et c'est un cas particulier, le type de drone que nous, on a fourni a permis justement d'augmenter la capacité de manière beaucoup plus rapide et plus efficace. Certainement sans atteindre tous les objectifs de la mission, mais en tout cas les atteindre en partie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, je pense que l'apprentissage principal de l'Ukraine, c'est de se dire, est-ce qu'attendre 10 ans ou 5 ans pour avoir l'outil parfait, ou alors commencer tout de suite avec quelque chose qui est assez bien, ou good enough, pour répondre à une partie aux besoins. Je pense que c'est ce que les Ukrainiens ont prouvé. Et en fait, ce concept-là est vertueux parce qu'il permet aussi à des sociétés comme nous de nous adapter aux besoins et d'entendre finalement le besoin et de faire des évolutions sur nos drones pour leur permettre de devenir répondre à des capacités type MAL, répondre à des capacités type UCAF, sans avoir vraiment le label, je dirais, ou le titre, comme vous le disiez tout à l'heure, de ce type de drone. Donc, je pense que le conflit ukrainien, c'est ce qu'il nous a appris. Il nous a appris qu'il fallait tester des choses, tester des concepts, avec des technologies qui n'étaient pas vraiment pensées pour ça au démarrage. Le mix entre utilisation de composants COTS versus des composants qui ont été pensés pour du militaire aussi a été très important dans le conflit ukrainien. Il a permis de réduire des coûts, d'aller plus vite. Il y a énormément de sous-systèmes aujourd'hui qui sont miniaturisés, qui permettent vraiment d'atteindre des capacités équivalentes. Pas forcément à 100%, mais équivalente. Et je pense que c'est cette ouverture d'esprit qu'il faut garder. Et nous, les industriels, on a notre rôle. Il faut qu'on entende le besoin et qu'on le transforme avec ce qu'on sait être possible, atteignable, je dirais. Alors, est-ce que vous, je m'adresse aux 3 militaires qui sont là, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'essayer le Rafale avec un AR3, avec 2 ou 3 AR3 ? Parce que bon, moi j'ai eu l'occasion de m'intéresser notamment au SCAF, de voir un peu tous les travaux qui sont menés de droite et de gauche, notamment en termes de neurosciences. Je me dis, c'est passionnant, mais il va falloir combien de temps avant de régler ce problème ? Donc aujourd'hui, les Ukrainiens, et notamment, donc, on le voit avec ce que nous dit Nadia, c'est très pragmatique, c'est très empirique, on essaye, on voit si ça marche et puis on corrige. Ça pourrait être peut-être des marches intermédiaires. Alors, effectivement, pour avoir fait de la prospective, la notion de concept et d'expérimentation me parle. Le fait d'échouer rapidement et d'échouer à bas coût pour pouvoir avancer est très important. Et je pense que cet esprit d'innovation, il imprègne nos armées. Donc on est en train d'avoir cette démarche d'aller plus vite avec des coûts qui sont moindres, good enough, comme vous dites, pour que cela puisse avancer. Ce qu'il ne faut pas oublier avec le conflit ukrainien, c'est que certes, c'est un laboratoire intéressant, mais c'est un laboratoire dans lequel la gestion du risque est totalement différente de ce que l'on pourrait opérer ici en France. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Quand vous voulez lancer des essais vraiment en vol, au-delà de la simple simulation, c'est-à-dire qu'on fait vraiment voler un avion avec quelqu'un à bord et des drones qui volent à côté de lui. Quand on veut le faire pour de vrai, qu'est-ce qu'on accepte comme risque ? Où va-t-on en fait dans la simulation pour dire ok, on a 1% de chance qu'il y ait un problème, on l'accepte. Est-ce qu'en temps de paix, ici en France, on accepte 1%? Je ne pense pas. En fait, on va aller chercher 0,01%. Et c'est là que les 5 ans interviennent. C'est-à-dire que la proof of concept, le fait de gravir les premières marches,
prend quelques mois. En fait, ce sont les 3 dernières marches qui prennent des années. Général, vous vouliez Ouais, ajouter je vais quelque chose? compléter parce que là, nous, alors, on est vraiment confrontés à ce problème-là. Aroc, au début, effectivement, je ne suis pas allé au bout de ce pourquoi Aroc répondait aux besoins. C'est aussi parce que l'Eurodrone en 2035, on ne peut pas se contenter de ça. Dans l'intervalle, il faudra bien qu'on ait quelque chose. Mais c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Nous, on voulait aller vite et on se rend compte que on n'est pas en Ukraine, on est en France. Donc, faire voler un drone de 5,5 tonnes par une ETI en plus, qui n'est pas très connue du milieu aéronautique, et, en fait, mais ça a été la croix et la bannière pour obtenir des autorisations de vol à la DGAC. Alors, et en plus, en mettant un pilote dedans, parce qu'il est la question de faire décoller ce truc-là sans pilote à l'intérieur. Donc, il y a un pilote d'essai à l'intérieur. On a mis quand même pas mal de mois à répondre à des tas de questions, de spécifications de la part de la DGAC pour que on trouve enfin quelqu'un qui prenne la responsabilité de signer. Et on n'est pas dans le 10-2, on est dans l'aéronautique, on est dans le 10-6. Donc quand on parle de low cost et de bas coût pour ce genre de système, en France et hors période de guerre, les normes, ça a un coût. Et en aéronautique, le coût des normes est assez élevé. Maintenant, si on se dégage de ça, et qu'on passe vraiment dans une économie de guerre, comme le font les Ukrainiens aujourd'hui, ils s'affranchissent de toutes les règles, nous, les Ukrainiens nous l'ont dit, au tout début du programme, ils ont dit « mais qu'est-ce que vous embêtez? Venez chez nous, venez voler chez nous, nous on vous donne toutes les autorisations, vous pouvez même tirer, on a des cibles à vous donner. » Et effectivement, le drone, il serait déjà opérationnel en Ukraine, mais c'est pas l'esprit aussi, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est équiper les armées de ce dont elles ont besoin. Donc, on respecte quand même toutes les normes de navigabilité, etc., ce qui nous sont demandées par la DGA. Mais encore une fois, c'est une autre approche, un autre concept, et on ne peut pas aller aussi vite que les Ukrainiens, être aussi agiles en France, hors économie de guerre. Et on en parle d'économie de guerre, mais on n'y est pas. On n'est pas en guerre. Ben, bien sûr. Et vous trouverez personne pour signer et prendre des risques dès que ça atteint la sécurité. Léo, vous vouliez... Juste une bricole là-dessus, justement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la plupart des pays qui dronisent à assez grande vitesse, en dehors de l'Ukraine, sont des pays qui ont un aiguillon de besoin qui est assez fort. Beaucoup plus fort que notamment en France, où il n'y a pas forcément une conscience par rapport à la sécurité du pays qui est très forte. On ne se sent pas forcément menacé. Vous pensez à quel pays Je là? pense par exemple à la Turquie. La Turquie, Baykar, qui fabrique les TB2, il y a encore 30 ans, c'était une entreprise qui fabriquait des pièces détachées de voitures. Elle s'est mise à faire des drones, il y avait une petite culture du drone qui se développait en Turquie, et en fait, c'est allé de plus en plus vite, notamment à partir des années 2010, où en fait, vous avez eu des évolutions politiques en Turquie, notamment à partir de 2016 et de la tentative du coup d'État, où l'armée de l'air a subi des purges très conséquentes dans le rang de ses pilotes, ce qui fait qu'il fallait retrouver rapidement une capacité qui, si possible, était moins politiquement sensible. Les drones étaient une réponse à ça. Aujourd'hui, la Turquie a une certaine avance, au moins dans ce qu'ils volent. Il faut évidemment, ça demande à subir l'épreuve du réel, mais voilà, ils ont ce qui peut ressembler à un UCAV, voire même à un Loyal Wingman, ou du moins ils en sont peut-être un peu plus près que nous, concrètement, on va dire. Il ne faut pas juger évidemment juste sur la communication, mais l'impression qu'ils donnent, c'est ça. Je pense à l'Allemagne aussi, notamment à la marine allemande, dont on parle assez peu, qui, dans le cas du Zeitenwende décrété en 2022, a des projets de Human Machine Teaming, avec une plateforme habitée, une plateforme dronisée ou dronisable d'ici 2035. Et ça parle aussi notamment leurs avions de patrouille maritime. Je pense enfin à la Chine, qui... alors le cliché de la Chine, c'est qu'en fait, ils ont une population qui est tellement énorme qu'ils n'ont pas de problème de RH. Non, en fait, l'armée chinoise a des problèmes RH qui sont démentiels, parce que la fonction militaire attire assez peu, et ils ont notamment un gros problème de recrutement de leurs pilotes. Et il y a aussi une sensibilité aux pertes qui est énorme. Dans un pays qui a vécu pendant des décennies sous la loi de l'enfant unique, vous ne pouvez pas demander aux familles qui se sont saignées pour éduquer leurs enfants, qui est devenu pilote, de risquer de le perdre. Donc il y a aussi une poussée à la dronisation qui est portée par ce genre de considérations qui sont extrêmement politiques, pas du tout du ressort des entreprises, mais qui sont, je pense, vraiment à prendre en compte. En France, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, un aiguillon de besoin qui est aussi fort. Alors là, vous parlez de Turquie, Chine, Allemagne. On pourrait rajouter les USA, parce qu'en ce moment, on voit apparaître des projets qui vont à une vitesse grand V. L'aiguillon de besoin, il est encore différent, je pense, dans le cas des Américains. Il y a le constat que dans le domaine naval, dans le domaine aérien de plus en plus, mais surtout dans le domaine naval, il y a une disproportion croissante entre ce que
les États-Unis sont en mesure de mettre en service tous les ans par rapport à ce que la Chine met en service tous les ans. Les capacités notamment de construction navale de la Chine sont démentielles, ce qui pousse aussi un effort, là pas du tout sur notre sujet, mais sur les drones navals du côté américain pour essayer de multiplier les plateformes qui ne requièrent pas forcément une intervention humaine, d'autant plus que les armées américaines, et là, après le discours de Pete Hexes aux réunions des généraux il y a 2 semaines, ça risque d'être encore pire, les armées américaines ont des problèmes de recrutement qui sont, je pense, encore bien pires que ceux qu'on connaît en Europe. Eh bien, la parole est à la salle et au chat. Si le chat... il est où le chat? Non, le chat est muet. Mais est-ce que vous avez des questions? Personne n'a de questions. Eh bien, alors, donc, on parlait des drones navals américains. Vous voyez ça comment, vous, capitaine? Parce que là, il y a des projets, c'est pas des projets, il y a de l'expérimentation. On voit voler des ravitailleurs qui décollent de porte-avions sans pilote à bord. Alors, dans un premier temps, il faut bien qu'on fasse la différence quand on parle de drone naval. Est-ce qu'on parle de drone de surface? Est-ce qu'on parle de drone aérien utilisé pour la marine? Là, on a plutôt tendance à parler aérien. Là, ouais. Donc drone aérien à vocation maritime. Ouais. Alors, les différents drones sur lesquels on travaille, ils sont... Je peux vous dire qu'en fait, j'ai pris les fonctions il y a 1 mois. Je les ai prises en septembre. Vous m'aviez prévenu. Et j'ai été impressionné par la multitude de drones qu'on utilise, qu'on expérimente, qu'on emploie sur des théâtres ou sur de la surveillance. Il y a une émulation assez incroyable. Et c'est pas toujours évident d'ailleurs de tout traiter en même temps parce qu'on doit prêter attention à tout, la technologie avance très vite, il y a une évolutivité importante. D'autre part, j'observe des marins, des commandants convaincus par l'emploi des drones et qui ne demandent que ça, qui en demandent plus pour équiper leurs bateaux. Si je peux vous décrire un peu le paysage dont on dispose, des systèmes dont on dispose actuellement, notamment dans la partie drone de contact. Donc quand on parle de drone de contact, c'est surtout depuis les nanodrones jusqu'aux mini-drones, donc jusqu'à 25 kg. On a mis en service dernièrement les systèmes de mini-drones maritimes qu'on emploie actuellement sur différentes frégates, que ce soit des frégates de surveillance, sur des patrouilleurs, sur des bâtiments de surveillance outre-mer. On travaille d'ailleurs avec Survécopter sur ce système. Et chacun des commandants, je reçois tous les jours des mails de commandants de frégates ou de patrouilleurs qui me confirment la plus-value qu'apportent ces drones pour assurer de la surveillance maritime et une identification déportée des autres bateaux des bateaux d'intérêt qui pourraient pister. Ils demandent de l'évolution là-dessus. Donc la plus-value est complètement confirmée. Et l'état-major est réceptif? L'état-major est plus que réceptif. C'est toujours difficile, comme je le précisais, de traiter la multitude des systèmes qui existent pour pouvoir l'examiner et savoir si ça répond clairement aux besoins. Ça doit toujours suivre un certain process parce qu'avant de pouvoir mettre un système à l'échelle de nombreuses frégates ou unités, on se doit de les expérimenter avant. En général, c'est le CEPA, donc un centre d'expertise et de réception de l'aéronaval qui est situé à Hyères, qui va traiter justement l'expérimentation en elle-même et derrière peut-être valider le système, savoir si ça peut faire l'affaire pour nos unités. Ça passe également par la DGA pour ça. C'est toujours un travail en binôme sur ces sujets. Et l'état-major, on est forcément chargé d'orchestrer ça et on encourage complètement toutes les unités et tous les acteurs qui travaillent là-dessus à continuer l'effort. On en est bien convaincus, effectivement. Nadia, j'aimerais bien qu'on parle de votre société Takeover, parce qu'au départ, donc, Takeover est une entreprise portugaise. Et il y a une semaine, 15 jours, vous avez mis le grappin sur le parc des expositions de Cahors, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, Takeover, c'est un groupe européen originaire du Portugal. Donc, aujourd'hui, on est présent au Portugal, en France et en Grande-Bretagne. Donc, c'est un groupe qui n'est pas tout jeune. Il a été créé en 2001
Et on fait des drones depuis 15 ans. C'est sûr dans le monde des startups, oui, c'est vrai que là... On n'est plus une start-up, je pense que c'est... on a peut-être essayé de garder le mindset d'une start-up, mais on n'est plus une start-up, on est plus de 1000 personnes maintenant, donc à l'échelle du groupe. Ce matin, on avait des startups à 900 personnes, quand même, on en avait 2. Donc c'est des grosses start-up. Oui. Et donc oui, ça fait 2 ans qu'on a commencé notre implantation en France pour couvrir nos 2 activités, spatial et drone. On fait aussi du spatial chez Takeover. Et sur le drone, donc en mai dernier, on avait annoncé un plan d'investissement de 100 millions à l'événement Choose France sur 5 ans pour établir plusieurs centres d'excellence autour des systèmes autonomes. Et Cahors fait partie évidemment de ce plan-là. Il s'agit de mettre en place un site de production en France pour nos drones existants et futurs. Donc, en effet, on va commencer à mettre ça en place depuis le parc des expositions. Et alors, futur ex-parc des expositions. Quel drone vous allez produire en France? On va commencer par nos drones existants, AR3 et AR5. D'accord. Voilà, des drones qui pourraient accompagner un Rafale. Par exemple, mais ils ont aussi d'autres cas d'usage. Et donc, ce qui est très bien à Cahors avec ce site de production, c'est qu'on va avoir l'accès à l'aérodrome qui est juste à côté, à quelques minutes. Et du coup, ça nous permet vraiment d'aller très vite sur notre chaîne de production pour pouvoir faire des vols de validation en sortie d'usine. Voilà, donc on espère avoir tout ça opérationnel d'ici l'été prochain. Donc, d'ici un petit peu moins d'1 an, donc. Oui, tout à fait. Des questions? Oui. Alors, là, on a des possibilités de vous passer le micro. Hop. Juste une question en attendant. Pourquoi Cahors? Pourquoi la France? Alors, pourquoi la France? Donc, Takeover avait l'idée de longue date, je dirais, de s'établir en France, parce que quand on fait de l'aéronautique et du spatial à l'échelle européenne, je pense qu'être en France, c'est un prérequis. Il y a un marché déjà national très intéressant. La France fait aujourd'hui partie des donneurs d'ordre principaux, je dirais, pour la politique européenne, etc. Et quand on est acteur européen comme nous, c'était vraiment très important d'être français. Il y a aussi les talents. On voulait pouvoir attirer des talents. Alors, il y en a énormément au Portugal, évidemment, mais on voulait aussi attirer quelques profils seniors pour accélérer notre croissance. Quand on veut aller très très vite, on ne peut évidemment pas se baser que sur des profils juniors à qui on apprend le métier pendant plusieurs années. Et ensuite, il y a l'écosystème qui nous intéressait énormément. En France, il y a un écosystème de plusieurs entreprises qui est très intéressant et on est très attaché à construire des partenariats avec l'écosystème français, que ce soit pour des charges utiles intéressantes à mettre sur nos drones ou pour d'autres types de sous-systèmes, une partie de la chaîne de production, etc. Donc on s'inscrit vraiment dans l'établissement d'un écosystème autour de nos systèmes autonomes. Donc voilà pourquoi la France et pourquoi Cahors. Alors pourquoi le Sud-Ouest déjà? Donc déjà c'est parce que c'est une région très sympathique. Pour attirer des talents, c'est très facile, que ce soit en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'on a la chance d'être sur des régions très attractives. Ensuite, on a commencé par s'établir à Toulouse. On a déjà une base à Toulouse. Et avec nos critères pour l'usine de production, il nous fallait un site déjà existant, plusieurs milliers de mètres carrés, une proximité à un aérodrome, pas trop de densité de population par rapport aux contraintes réglementaires pour faire voler des drones, évidemment. Et Cahors, je pense, est un site idéal puisqu'il se trouve pas très loin de Toulouse. On avait le critère de 1 heure de Toulouse max. Mais il y a aussi au nord une région intéressante de la Mécanique Vallée avec un écosystème très important qui est sur des thématiques proches des nôtres. Donc je pense qu'on est vraiment sur un axe privilégié par rapport à la géographie et à l'écosystème. D'accord. Donc on a des atouts en France. Puis on a la DGAC et la DGA aussi. Vous le saviez, ça? Oui. On fait voler nos drones en France, hein, donc la DGAC nous donne des permis de vol. Alors. Bonjour à tous. Paul Lamiral, je travaille pour Naval Group. J'avais une question pour le lieutenant de vaisseau Tarek. Ma question, c'est que vous avez beaucoup parlé de l'utilisation des drones dans la marine nationale. Vous dites que les commandants étaient en recherche de solutions.
Mais ma question c'était, est-ce que vous n'avez pas des problématiques pour justement le lancement, la récupération de ces drones-là? Par exemple sur frégate, vous avez un espace qui est relativement limité, vous allez avoir la zone hélicoptère, mais pour des drones à valeur fixe, c'est quand même aujourd'hui compliqué. Est-ce que c'est pas une plus grosse problématique sur, en soi, pas forcément les drones, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui existent, mais sur les solutions de lancement, de récupération de ces mêmes drones sur des navires de surface qui ne seraient pas porte-avions ou porte-hélicoptères et qui n'ont pas des capacités, des ponts d'envol extrêmement larges? Merci. Merci pour cette question, parce que ça me donne l'opportunité de diffuser un peu les besoins de la marine à l'Assemblée. Et c'est important de le préciser, puisque l'emploi des drones, et je parle d'un point de vue technique, dans la marine, et donc à bord des bâtiments de surface, est bien différent de celui qu'on peut utiliser dans l'armée de terre ou de l'armée de l'air. Pour plusieurs raisons. Comme vous avez pu les citer, on a déjà des contraintes d'emprise sur les plateformes des bâtiments. On n'est pas sur des pistes, on n'a pas 30 porte-avions dans la marine, et actuellement le porte-avions n'est pas destiné à ça. Et c'est important de pouvoir équiper chacun des bâtiments en drone pour faciliter l'identification des pistes d'intérêt. Alors comment on fait pour ça? À la base, on avait commencé par travailler sur des drones, si je parle en tout cas des mini-drones type SMDM dont j'ai pu parler juste avant. On commençait effectivement par des décollages ou des appontages avec plutôt de la catapulte et de la récupération par fil. Mais c'est pas toujours évident de travailler avec ça puisqu'il faut du matériel forcément. Le matériel peut s'user à force de l'utiliser évidemment. Ça demande aussi des efforts logistiques pour pouvoir remplacer lorsqu'il y a de l'attrition. Et donc là, on concentre nos efforts justement pour transformer la flotte dont on dispose actuellement sur du drone VTOL, donc à décollage vertical et à pontage vertical également. Ce qui permet justement de travailler sur des emprises bien plus réduites et de pouvoir équiper un maximum de bâtiments dans la marine. Mais ce n'est pas la seule contrainte qu'on peut citer, quand bien même elle reste importante. Travailler sur un bâtiment de la marine, ça en présente d'autres. Faut savoir que sur un bateau, il y a énormément de radars, il y a un champ électromagnétique très dense et qui peut être contraignant pour les liaisons de données et télécommandes justement depuis la station vers le vecteur. Si on n'accorde pas suffisamment de temps et d'analyse à ce domaine, on va droit à l'échec directement, puisque les perturbations se retrouvent, les liaisons se retrouvent perturbées, et il n'y a aucune mise en œuvre du drone possible. Et pour ça, ça demande forcément d'analyser en profondeur le spectre électromagnétique et de pouvoir justement y trouver des compatibilités pour pouvoir travailler correctement. Et ce, depuis le décollage jusqu'à l'évolution du drone dans l'espace aérien, jusqu'à l'appontage. Et dans toutes les étapes justement de sa mise en œuvre. Autre contrainte que je peux citer, c'est également les masques, la prise en compte des masques. Donc sur un bateau, il y a des matures. Si on ne place pas correctement les antennes sur le bateau, qu'on n'en place qu'une seule et qu'on la met peut-être à l'arrière, eh bien, il y a un masque qui va se présenter vers l'avant. Donc comment on fait si on veut opérer le drone à l'avant du bâtiment? Donc ça aussi, c'est un domaine qui est important à prendre en compte si on veut disposer d'une commande à 360 degrés autour du bâtiment. Et enfin, la dernière contrainte que je peux citer et qui est aussi importante, ça va être surtout la mobilité de la plateforme. Et je ne parle pas seulement de la mobilité géographique, parce que forcément un bateau ça bouge vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais ça bouge aussi de manière verticale. Et je dirais même sur les 3 axes, puisqu'on ne travaille pas sur une mer d'huile. Ça arrive qu'on aborde des zones avec des eaux agitées, des mers fortes. Si on ne prend pas en compte cette contrainte, on risque forcément d'endommager le drone à chaque fois qu'on tentera de le faire apponter. Et sans même parler d'apponter, déjà à partir du moment où on souhaite le faire décoller. Il y a beaucoup de solutions qui sont étudiées actuellement sur l'appontage automatique. Ça fait partie des capacités qui nous intéressent et qu'on envisage. Et du coup, justement, cette mobilité du bâtiment est hyper utile à prendre en compte pour pouvoir travailler sur de l'appontage automatique sur les plateformes des bateaux. Merci pour cette réponse complète. D'autres questions? Oui. Bonjour, Sébastien Rico du groupe Défense Conseil International. C'est pour Madame Nadia Maref.
Vous avez parlé tout à l'heure des vols en patrouille avec la R3 fait en Ukraine. Est-ce que vous pourriez préciser, est-ce qu'on part de vols de différents AR3 de manière individuelle sur une trajectoire parallèle? Est-ce qu'on parle plutôt de coordination entre les différents drones, enfin les quelques drones qui ont volé ensemble? Est-ce que la coordination elle était automatisée ou bien plutôt manuelle? Et du coup, quelle est la place de l'être humain, à savoir chaque opérateur de drone? Merci. Merci pour la question. Sans dévoiler ce que je ne peux pas dévoiler, donc il s'agit de vols en essaim, de drones AR3 qui portent des charges utiles spécifiques qui viennent en support aux opérations d'autres aéronefs. Et donc ce vol en essaim se fait en automatique. Et ensuite, les drones, quand ils terminent leur mission, rentrent. Mais bon, après, ils sont télépilotés de manière classique, je dirais. Mais en tout cas, la mise en essaim se fait de manière automatique. Je me permets, du coup, si je comprends bien, il n'y a pas de coordination entre chaque drone, et donc pas de coordination non plus entre les opérateurs, quoi. Pour voler en essaim en automatique, il y a une coordination entre les drones, oui. Ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Oui, juste en positionnement. Mais en termes de mission opérationnelle, est-ce qu'il y a un échange de données, d'informations sur le recueil de renseignements fait par l'un qui est transmis à un autre, qui ensuite peut transmettre à un autre, etc. Voire même qui permettrait de raccourcir les chaînes de décision? Oui, alors le concept de relais d'information est aussi utilisé, mais pas que avec la R3, aussi avec la R5, qui agit comme un relais. Donc oui, pardon, j'avais juste compris votre question par rapport à la typologie du vol et pas par rapport à la transmission d'informations. Mais oui, donc il y a de la transmission entre les différents nœuds du système. Pas d'autres questions pour l'instant? Si. Tiens, derrière, il y en a deux derrière toi, là. Bonjour. C'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce que la France est capable de développer ses propres drones comme elle a fait avec le Rafale? Comme ça, elle n'est ni dépendante des systèmes de l'Amérique et ni dépendante de la cohésion européenne. Alors, c'est pas du tout naïf, pas du tout. Non, pas du tout. Ça fait 30 ans qu'on y travaille et on n'a toujours rien. Donc, en tout cas, dans la catégorie drone mâle. Après, donc, d'une certaine façon, vous répondez non à la question, alors, si ça fait 30 ans. Si la question était... là, elle parlait du Rafale, donc j'imagine qu'on est dans le haut du spectre. Ah bah là, après, oui. Fabriquer des petits drones, on a des tas d'entreprises. On a un grand panel ici, là, très, très compétente. Ça, il n'y a aucun souci là, en termes d'innovation. Mais dès qu'on passe... j'allais dire, à une certaine taille de drone et qu'on rentre vraiment dans l'aéronautique, là, avec toutes ces contraintes, là, on voit qu'on n'avance pas. Hein. Ça fait 30 ans qu'on a exprimé un besoin. On a eu le SIDM, qui était le système intérimaire de drone mâle, mais qui en fait est une collaboration entre IAI, les Israéliens, qui avaient beaucoup d'avance à l'époque sur ce segment-là, et EADS à l'époque, et Thales pour les charges utiles. Bon, on a un petit peu galéré à le mettre au point, mais c'était un système intérimaire. On n'a acheté qu'un système, puisqu'on était censé avoir dans la foulée un drone souverain, français, ou en tout cas un maître d'œuvre français sur le segment mâle. Et puis on n'y est pas arrivé, puis on est parti. Donc du coup, on a dit, mais finalement, ça coûte cher, donc on va le faire dans un cadre européen. Et là, dès qu'on part en européen, ça y est, on se heurte à des problèmes de partage industriel dont je parlais tout à l'heure. Là, ce qui bloque à chaque fois, c'est ni le besoin. On arrive toujours à se mettre d'accord entre militaires sur le besoin. Finalement, ISR, finalement, tout le monde a le même besoin. C'est pas vraiment un problème de se mettre d'accord sur le besoin. Le problème derrière, c'est l'organisation industrielle, le partage industriel. Et même au sein de ADS à l'époque, qui était le maître d'œuvre de l'Euromal, il y a 20 ans, on s'est aperçu qu'un emploi EADS Allemagne, c'est pas un emploi EADS France. Donc ils se battaient même au sein de ADS pour récupérer. Et on a remarqué aussi que chaque pays lève le doigt et veut faire ce qu'il ne sait pas faire dans un programme en coopération. Justement pour monter en gamme, en capacité, acquérir des compétences. Donc chacun veut faire travailler ses bureaux d'études sur ce qu'il ne sait pas faire. Mais là, vous êtes un peu en train de décrire le problème du SCAF, là, non? Non, je décris les problèmes des programmes en coopération. C'est-à-dire que chaque pays, encore une fois, veut progresser dans le domaine où il est le plus faible.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, où chacun amène son expertise, et là, dans le meilleur des mondes, ça se passerait comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Et encore une fois, les problèmes des retours industriels, en fonction du nombre de commandes espérées de chaque pays, on l'a vu. Moi, à l'époque, j'étais sur le dépouillement des offres du programme A400M. Alors, ça ne s'appelait pas A400M, puisque c'était un appel d'offres. Mais il y avait une réponse américaine, une réponse russe et une réponse d'Airbus, mais papier, alors que les autres répondaient avec des avions qui étaient en service. Bon, on a choisi Airbus pour des raisons politiques, et on l'a vu lorsqu'on a fait le partage industriel. Enfin, regardez le montage industriel d'Airbus avec les Italiens, les Allemands, les Espagnols. Regardez ce que fait chacun, et vous verrez que voilà, on n'a pas pris les champions du monde dans chaque catégorie. Et on a eu des problèmes de développement sur l'Airbus. Bien sûr. On présente ça comme une réussite aujourd'hui parce qu'enfin on a surmonté les problèmes techniques, mais ça a été très compliqué le développement. Peut-être pas sur les mâles directement, mais je pense que ce qui vient de se passer sur le patrolleur est un peu l'aboutissement d'un processus qui illustre, je pense, bien le problème qu'on a avec le drone en France. En fait. Le patrolleur, les prémices du drone patrolleur, qui est censé être un drone tactique plus léger qu'un drone mâle, ça date d'il y a plus de 20 ans en fait. C'est avec une concrétisation à la fin des années 2000, une expression de besoin qui arrivait après. Et en fait, on vient d'euthanasier le programme en fait, au moins pour l'armée de terre, on va dire, parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'il illustre tout le problème. C'est-à-dire qu'à la base, il n'était pas armé, là où la plupart des concurrents proposaient des drones armés, parce qu'en France, nous avons armé nos drones qu'à partir de 2019, il me semble, la décision Parly. C'est quand même très symbolique du fait qu'on est sur un système qui est relativement nouveau, quand même des drones, il y en a depuis quasiment un siècle en fait, qui évolue extrêmement vite. Pour des petits drones, par exemple, le taux de rafraîchissement technologique, il est parfois de l'ordre de 6 semaines, entre le moment où, sur le front en Ukraine, ils vont émettre un besoin et où le système va arriver entre leurs mains. Si Ce matin, on parlait de 3 semaines. Voilà, c'est encore pire. J'essaie de ne pas être trop déprimant. Mais sur les mâles et sur le drone tactique, le problème il est différent, mais le fait est qu'en 20 ans, nous n'avons pas réussi à faire entrer dans les forces, en tout cas, un système qui a été développé en France par l'industrie française. Je pense qu'il y a aussi une question d'intérêt, parce qu'en fait, l'intérêt, là, sur les drones, il est manifeste, parce que la guerre en Ukraine nous a tous mis dedans, entre guillemets, mais parce que longtemps, l'intérêt, il a été relativement limité, ou il a été pallié par des solutions, comme vous expliquiez, achetées sur étagère, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve un peu démunis. Encore une fois, d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs installés et traditionnels de l'aéronautique, je repense encore une fois à la Turquie, ont utilisé le drone pour couper dans les angles et aujourd'hui être devant nous en termes de réalisation. Ça me semble potentiellement inquiétant, mais aussi assez stimulant sur le fait que c'est faisable, c'est pas impossible. Mais vous avez des problèmes de volonté politique, vous avez des problèmes de budget, et ça c'est vraiment loin d'être terminé. Vous avez des problèmes de normes, et ça c'est vrai que c'est un problème qui est très important et qui se pose depuis plus de 15 ans. Tout ça fait que on peut faire un drone. Mais entre le moment où on a un produit qui vole bien, et le moment où il arrive dans les forces et il est employé, il y a souvent un trou noir avec beaucoup d'aspects différents qui est très 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 difficile à franchir. C'est pas que le cas pour les drones évidemment, mais les drones rentrent mal dans les cases traditionnelles qui ont du mal à bouger et font qu'il a encore plus de problèmes que d'autres systèmes. Vous voulez répondre ou commenter? Oui, je voulais rebondir sur un élément que vous donniez sur la Turquie qui coupe dans les angles. Mais elle coupe dans les angles parce qu'elle n'avait pas justement de force aérienne suffisante. Elle n'avait pas cette capacité industrielle à produire elle-même une force aérienne capable de rivaliser. Elle achetait américain. Voilà. Là où nous, et ça a été tout à l'heure décrit par le lieutenant Vaisseau, nous avons une force aérienne qui est industriellement présente sur le territoire national, qui est fabriquée en France, principalement les avions par Dassault, par Airbus, Thales qui intervient dedans évidemment. Et donc c'est pour ça que ce trou, il n'existe pas. Il n'y a pas eu cet appel d'air pour mettre de l'argent dans le développement des drones. C'est ce que j'appelais l'aiguillon de besoin tout à l'heure. C'est comme on avait un potentiel qui était déjà là, qui était très bien développé, et qui satisfaisait, je pense, à l'époque très bien aux besoins des armées, le besoin d'un drone, déjà d'un drone de base, ensuite d'un drone armé, ils sont arrivés peut-être beaucoup plus tard ou de manière beaucoup moins intense que dans beaucoup d'autres armées, y compris européennes.
Bon, ben on va finir sur un constat qui n'est pas très optimiste, hein, je suis désolé. Heureusement que la table ronde qui suit va vous remonter le moral, hein, puisqu'on va parler de réglementation, donc ça devrait être pas mal. Donc, le sujet a été passionnant et c'est grâce à nos 5 intervenants. Là, je pense que vous pouvez les applaudir. Alors, on retiendra qu'il va falloir beaucoup de temps avant que ces armes du futur soient opérationnelles, certaines entre autres. Et la question, ce sera, est-ce qu'on aura encore besoin d'elles quand elles seront opérationnelles? Ça, c'est une autre question qui est angoissante. Donc, je vous laisse méditer. Et comme je vous l'ai annoncé, vous allez pouvoir maintenant savourer une nouvelle table ronde sur la réglementation. On enchaîne tout de suite dans la même salle. Et pour ma part, moi, je vous donne rendez-vous demain à 11h pour parler de lutte anti-drone. Voilà. Bonne continuation.